Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 9e étape de ce Tour d'Italie. 9e étape bien, qui a été fort intéressante. Est-ce que ça sera peut-être même la meilleure étape de ce Tour d'Italie? On ne sait pas. Bon, on a vu du très beau spectacle et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on mangeait un petit peu notre pain noir, mais sur les 2 dernières journées, eh bien, ça a excellemment bien rattrapé cette dernière semaine qui, on va pas se mentir, n'était pas forcément exceptionnelle. Allez, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Il y aura même un résumé du côté de cette étape, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de la semaine. On parlera également du bilan des Bleus, les coureurs au top, les bonnets d'âne, la note de la journée. Enfin voilà, comme d'habitude, un petit peu sur ces vidéos. Et puis on finira avec les classements pour faire un point sur cette première semaine et surtout avant le contre-la-montre qui débutera la journée de mardi. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien, qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Et puis deuxième moyen de me soutenir, après la petite cloche, eh bien, c'est de faire un super thanks, mais ça c'est seulement si vous en avez les moyens, et ça se passe dans les commentaires. Alors cette étape, eh bien, elle est intéressante cette étape. Elle est intéressante parce qu'on a vu du beau spectacle aujourd'hui, et parce que potentiellement, elle va, à cause des conséquences de cette journée, provoquer du spectacle dans les prochaines étapes de montagne, parce que certains coureurs devront rattraper du retard et devront essayer de tenter du chose. Donc c'est ça qui est intéressant du côté de cette journée. C'est quand on s'aperçoit aujourd'hui, très peu de coureurs ont perdu leur chance au niveau du classement général. Mais certains se sont mis une petite épine dans le pied aujourd'hui. Soit n'ont pas pris d'avantage, soit ont pris du retard. Et là, il va falloir réussir à rectifier le tir. Mais en gros, ce soir, personne n'a véritablement perdu le Tour d'Italie. Peut-être celui qui s'en sort le moins bien, c'est Gaudu et Quintana. Mais bon, Quintana, on ne le mettait pas parmi les favoris. Et même Gaudu, je crois qu'aujourd'hui il perd 4 minutes, Gaudu. On s'attendait déjà pas à ce qu'il gagne du temps aujourd'hui, il faut très clairement le dire. Et c'est encore récupérable, je pense. Et surtout, ça va lui donner peut-être un peu plus de liberté pour partir dans des groupes et anticiper. Donc, c'est bien parce qu'on a vu du spectacle. Et en même temps, tu t'aperçois qu'on n'a personne qui s'est retrouvé complètement dans la panade, ce qui aurait pu arriver. Donc ouais, une belle journée de cyclisme, voilà. Et on en a vu trop peu sur ce Tour d'Italie. Et puis, on notera que ça permet de prendre des informations, de comprendre certaines choses par rapport au Strade Bianche, notamment. Allez, on regarde tout de suite le résumé de cette étape. Eh bien, première attaque assez tôt dans cette journée. On commençait déjà par un non partant ce matin, Koen Bouwman, qui ne prenait pas le départ de cette journée. Un petit peu malade, Koen Bouwman, le coureur néerlandais, donc qui ne prenait pas le départ de cette journée. Et on va perdre également Andrea Pasqualone pendant cette étape, certainement dans les secteurs empierrés du côté du coureur italien. Sinon, tout le monde a fini dans les délais. Alors, cette première échappée qui va mettre assez peu de temps à se former. On aura une première attaque de Caden Grove du côté de la Alpecin, puis rejoint assez vite par Quinton Hermans, Dries de Bonte, Milan Fretin. Ces 4 hommes qui vont ensuite être... qui vont collaborer ensemble. Derrière, on a Taco van der Horn et Lamperti qui tentent leur chance. À ce moment-là, vous avez déjà Astana qui roule un petit peu, mais surtout la Q36
1.5. Le point à 163 km de l'arrivée, eh bien, il y a une quinzaine de secondes entre le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2, ce qui fait que le groupe numéro 2, donc avec Van der Hand et Lamperti, après 20 km de chasse, rejoint enfin le premier groupe. À ce moment-là, le peloton est à 2 minutes 24, ça sera presque l'écart maximum qu'ont les hommes de tête qui n'auront jamais véritablement cru à une potentielle victoire. À 148 km de l'arrivée, l'écart diminue à 1,40 avec un Dries de Bondt qui va devoir changer de vélo sur problème mécanique. Au sprint intermédiaire numéro 1, c'est Dries de Bondt qui passe en tête devant Taco van der Horn et Milan Fretin. Et à ce moment-là, l'écart remonte à 2 minutes 30, mais qui sera encore une fois l'écart maximum qu'aura cette échappée. On passe au Grand Prix de la montagne à 127 km de l'arrivée. Il y avait 2 côtes au programme de ce classement de la montagne. Et c'est Quinten Hermans qui passe en tête. À ce moment-là, l'échappée a perdu une grosse minute, plus qu'1 minute 30 d'avance. Et l'écart va même passer au niveau de la minute à 117 km de l'arrivée. Mais Q36.5 va de nouveau diminuer le rythme, ce qui va permettre à l'échappée de reprendre un petit peu d'avance. Au sprint intermédiaire, c'est de nouveau Dries de Bondt qui passe en tête à ce moment-là. L'échappée à 1 minute 46 d'avance, écart qui montera à 1 minute 56 à 70 km de l'arrivée. Mais là, on approche de la première section empierrée, de ce premier Sterato qui avait une entrée à 67 km 700 de l'arrivée. Et à ce moment-là, l'écart a largement diminué en 3-4 km vu qu'on est aux alentours de 1 minute 15 à 67 km de l'arrivée. Sous l'impulsion notamment de la Lidl Trek avec Mats Pedersen qui essaye de faire le ménage. Dans le groupe de devant, on perd déjà Milan Fretin, on perdra assez vite également Dries de Bondt, Milan Fretin sur problème mécanique repris assez vite. Et à 63 km de l'arrivée, le groupe de tête n'est plus composé seulement de Caden Groves et de Quinten Hermans avec seulement 38 secondes d'avance sur le peloton à 56 km de l'arrivée. Nous rentrons dans le secteur numéro 2. Juste à rappeler que dans le secteur numéro 1, Diego Ulissi et Fortunato ont déjà perdu toute chance de bien figurer, lâchés dans cette première section. Deuxième secteur, ça commence mal pour Michael Storer avec une chute entraînée par son coéquipier qui va faire tomber donc Michael Storer. Mauvaise nouvelle, puis quelques kilomètres après, eh bien c'est Primoz Roglic qui va tomber avec Thomas Pidcock et McNulty. Gros chute de McNulty, bien touché au niveau du coude gauche, également de la jambe. On a également un coureur de la Ineos à ce moment-là. Mais c'est la Ineos qui fait la bonne opération dans ce deuxième secteur, car elle arrive à s'isoler, notamment avec Arensman et avec Egan Bernal. Et avec eux, eh bien, on retrouve Brandon Riviera du côté de la Ineos. On reprend Quinten Hermans, mais qui va lâcher assez vite. Et surtout, on récupère Van Aert et Del Toro. Alors qu'au même moment, Dereggi va avoir une crevaison. À ce moment-là, ce groupe numéro 1, donc avec Ineos, Del Toro et Van Aert, a 1 minute d'avance sur Primoz Roglic. À ce moment-là, on n'a pas encore l'avance par rapport à Juan Ayuso, qui n'a pas réussi à suivre son coéquipier Isaac Del Toro. À la fin de ce secteur, Pidcock et Roglic vont avoir des problèmes mécaniques, des crevaisons, ce qui va encore un petit peu plus les distancer. Nous sommes dans le secteur numéro 3 et à ce moment-là, eh bien, le groupe Ineos, Bernal Arensman a 40 secondes d'avance sur Ayuso. Pidcock est à 1 minute 10 et Roglic est encore un petit peu plus loin. À 34 km de l'arrivée, nous allons perdre Arensman qui va être lâché dans le secteur numéro 3, ce qui fait que Bernal se retrouve seul avec Brandon Riviera. Et à ce moment-là, donc le groupe Arensman, le groupe
Bernal avec également Van Aert, Riviera et Isaac Del Toro à 48 secondes d'avance sur le groupe Juan Ayuso, à l'intérieur duquel on retrouve Adam Yates, Simon Yates, mais également Thymen Arensman. Roglic, lui, est à 1 minute 26. Dans son groupe, on retrouve Thomas Pidcock, mais également Derek G. Et enfin, le maillot rose est à 3 minutes 21. À ce moment-là, Vacek décide de partir en contre pour tenter de revenir sur le groupe Van Aert, sur le groupe de tête, ce qu'il fera à 23 km de l'arrivée, mais ça sera un petit peu une attaque boomerang du côté de Vacek qui sera ensuite éliminé pour la victoire. Voilà, donc ça sera pas forcément une grande stratégie du côté de cette formation. Et Bernal va lâcher du groupe de tête, donc avec Vacek dans le collet Pinzuto. Et Ayuso n'arrivera pas à rentrer comme Roglic. L'écart va un peu augmenter par rapport au groupe de tête. On se retrouve avec Van Aert et Del Toro du côté de l'arrivée dans Sienne. Les deux sont l'un face à l'autre. Del Toro roule pour récupérer le maillot rose. Van Aert lui suit Del Toro et va réussir à le contrer à environ 250 mètres de la ligne d'arrivée pour remporter cette étape en passant tout près de la catastrophe, dans le dernier virage. Ça a été chaud du côté de cette étape. Donc une belle journée du cyclisme, comme vous l'avez compris. La note de cette étape, j'ai mis 18 sur 20. Certains auraient peut-être mis 19, 20 sur 20 du côté de cette étape. Alors déjà, je ne mets pas forcément la meilleure note parce que je me dis, si je mets déjà un 19 sur 20, et s'il y a encore mieux, voilà, durant la semaine prochaine ou la troisième semaine, il y a un moment je suis un peu bloqué avec mon système de dotation. Donc ça me permet d'avoir encore un petit peu de marge. Peut-être qu'à la fin de ce Tour d'Italie, je me dirais j'aurais mieux fait de mettre 19 sur 20 du côté de cette étape. Je ne mets pas sur 20 de toute manière. Pour une raison extrêmement simple. Certes, la course a été intéressante dans les 67 derniers kilomètres, mais pas forcément dans les 120 premiers. Voilà, où on a eu une échappée qui s'est formée assez vite. Bon, derrière, on a Q36 qui roule très fort. Mais voilà, il y a peut-être ce manque un peu de spectacle dans cette première partie d'étape. Après, il n'y avait pas forcément le terrain pour avoir du spectacle, mais c'est vrai que ça s'est concentré sur la dernière heure et demie de course. Voilà, du côté de cette journée. Et puis, là également, personne n'a véritablement perdu le Tour d'Italie. Et c'est vrai que si on avait eu vraiment un Roglic qui avait perdu 5 minutes aujourd'hui, on serait dit, voilà, il est hors course désormais. J'aurais peut-être mis un point supplémentaire, voilà, du côté de cette étape. Mais ça permet de comprendre deux choses. Cette journée du côté des Sterato et du côté des chemins blancs, c'est que déjà du côté des Strade Bianche, il va peut-être falloir enlever des secteurs ou essayer de comprendre un peu plus pourquoi ces dernières années on n'a pas de spectacle. Alors certes, on n'avait pas Pogacar au départ, certains le diront, mais on s'aperçoit que là, Van Aert peut jouer la gagne, ce qui n'est absolument pas le cas sur les Strade Bianche aujourd'hui, où les Flandriens ne peuvent pas forcément faire un résultat, parce que je pense que parfois le trop est l'ennemi du bien. Je pense que c'est la citation qu'on pourra retenir aujourd'hui. Le trop est l'ennemi du bien, c'est-à-dire qu'on veut rajouter tout le temps des secteurs, des difficultés sur certains parcours, alors que parfois, en faisant un petit peu plus simple, en enlevant peut-être certaines difficultés, eh bien on arrive à avoir un petit peu plus de spectacle et au moins un petit peu plus de suspense. Et puis deuxièmement, ça permet de rappeler que on aurait pu mettre les Rébinous à la place de Mur de Bretagne sur l'étape du dimanche du côté du Tour de France, et on aurait peut-être plus de spectacle que sur l'étape de Mur de Bretagne, parce qu'on s'aperçoit que quand on va sur des secteurs gravel, sur des pavés, et surtout en fin de première semaine, et bien souvent on a du spectacle, notamment lors du Tour de France l'année dernière, où on avait eu également une étape très intéressante avec l'échappée, avec également Pogacar, Remco Evenepoel ou encore Vingegaard du côté de l'étape des chemins blancs, qui n'avait pas réussi à Vlasov ce jour-là. Contrairement à Roglic qui s'en était plutôt bien sorti, contrairement à aujourd'hui.
Et oui, et ça reste toujours incompréhensible. Mur de Bretagne, je pense qu'on va s'ennuyer. Alors que si on avait eu des Ribinous, eh bien, je pense qu'on aurait eu pas mal de spectacles du côté de cette journée. Donc voilà, 18 sur 20. Et ces deux réflexions, à la fois sur l'Estrade Bianche et à la fois sur le Tour de France. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, c'est pas une journée exceptionnelle, hein, on va pas se mentir. Romain Bardet, qui jouait peut-être déjà plus vraiment le général, on l'avait compris, mais là aujourd'hui a perdu 25 minutes. Et on le sentait ce matin quand j'ai vu son interview ce matin du côté de Romain Bardet. Vu comment il était détendu, on n'avait pas l'impression qu'il était vraiment concerné par la course aujourd'hui. Donc je pense qu'il avait prévu, c'était peut-être même prévu à l'avance, mais dès le briefing, je pense qu'on avait choisi et pris plutôt la décision de ne pas prendre beaucoup de risques. Par contre, du côté de la pique-nique post-Enel, c'est pas une super journée parce que Max Poul fait partie des rares leaders qui ont perdu beaucoup de temps aujourd'hui. 5 minutes de perdu du côté de Max Poul. Après, est-ce qu'on pouvait le considérer véritablement comme un leader du côté du classement général? Ça, c'est une grande question. Bon, du côté de David Gaudu, même s'il n'y avait pas eu la chute il y a 2 jours, du côté de David Gaudu, on ne s'attendait pas à ce qu'il gagne du temps aujourd'hui. Déjà parce que cette année, il a fait l'Estrade Bianche, ça s'est pas extrêmement bien passé pour lui. Mais parce que c'est pas le mec le plus à l'aise sur un vélo. Voilà, hein, tout simplement David Gaudu. Donc, c'est pas une surprise. Voilà, qu'il perd du temps aujourd'hui. Bon, il perd, beaucoup de temps, mais c'est aussi la chute qui a eu des conséquences. Il pouvait peut-être pas tirer comme il le souhaitait sur son guidon. Donc aujourd'hui, il est dans le groupe Max Poul, on va dire, qui perd 5 minutes. Il est dans le groupe Diego Ulissi. Après, bon, du côté de Gaudu, eh bien, ça lui donnera peut-être un peu plus de liberté en deuxième semaine pour essayer d'attaquer de loin. Là, de toute manière, ce soir, il y aura une grande réflexion à avoir du côté de cette formation Groupama FDJ. Est-ce qu'on décide de partir totalement à l'attaque? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas que David Gaudu perde encore du temps en deuxième semaine pour avoir beaucoup plus de champ libre et pouvoir aller chercher des étapes en troisième semaine? Ou est-ce qu'on essaye encore de jouer le général en sachant qu'à 5 minutes, tu sais très bien que tu ne rentreras pas dans le top 5. Par contre, le top 10 est tout à fait envisageable. On peut noter quand même parmi les bons coureurs aujourd'hui du côté des Bleus, donc soit les Français ou soit les étrangers dans les équipes françaises. La belle journée de Kevin Geniez, 13e, qui a fait une belle étape. Voilà, il était dans le groupe McNulty, dans le groupe avec Arensman ou encore Ayuso ou Tiberi. Donc ça, c'est une très belle étape, je dirais, du côté de Kevin Geniez. Et puis Dorian Godon, qui finit 21e aujourd'hui. Du côté de la Décathlon AG2R, on n'avait pas forcément mis le meilleur élément dans l'échappée. C'est vrai que après, Nicolas Prodhomme avait tenté de partir en échappée la veille, donc pas forcément l'énergie pour pouvoir le faire 2 jours d'affilée. Donc voilà, du côté de cette étape pour les Bleus, ça a été une journée moyenne, mais en même temps, on ne s'attendait pas à ce que ça soit une journée exceptionnelle du côté des Français ou du côté des étrangers dans des équipes françaises. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Wout van Aert. Il y a des victoires qui ont plus de symbolique que d'autres. Il y a des victoires qui sont plus importantes que d'autres, je pense, dans une carrière. On en avait parlé à une époque avec Remco Evenepoel, quand il était revenu de sa chute sur le Tour de Lombardie. J'en avais parlé surtout avec Jacobsen ou avec Cavendish. Cavendish, quand il avait gagné sur le Tour de France, pour moi, cette victoire-là, après cette période de disette, quand il revient avec la Quick-Step, était, je pense, a marqué vraiment sa carrière et je pense qu'il s'en souvient encore. Et Jacobsen, quand il avait gagné sur la Vuelta, où là j'avais dit oui, c'est une victoire qui était importante pour lui. Comme Groenewegen également, quand il gagne sur le Tour de France au Danemark, après une période qui avait été compliquée pour lui suite à la chute qu'il avait provoquée de Jacobsen. Là, je pense que Van Aert, c'est une victoire importante. Déjà parce qu'elle a été compliquée à aller chercher, parce qu'il a dû vraiment y aller avec les tripes et que c'est pas une victoire sur un plateau. Aujourd'hui, il est allé loin.
Dans le collet Pizzuto, il s'est vraiment accroché derrière Del Toro. Et je pense que s'il n'avait pas vécu ces mois-là compliqués auparavant, du côté de Van Aert, cette période où sur les Flandriennes ça a été difficile, ou depuis la chute sur la Vuelta ça a été compliqué, je suis pas sûr qu'il aurait été en capacité de se dépasser autant, et peut-être qu'il aurait lâché beaucoup plus, mais comme il a connu cette période de difficulté, c'est peut-être ce qui lui a permis de tenir jusqu'au bout, du côté de Wout Van Aert. Mais forcément, celle-là, elle a un goût particulier. C'est la 50e, déjà, dans sa carrière. C'est celle qui lui permet également d'avoir gagné sur les 3 grands tours. Donc déjà, d'un point de vue statistique, c'est une victoire importante. Mais d'un point de vue historique aussi, parce qu'il est passé par des moments très compliqués. Cette défaite face à Poles, elle a laissé des marques. Cette période de classique où il était fort physiquement, mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose pour aller chercher la gagne. Et puis où ce début de Giro, où il ne s'attendait pas à ce que Pedersen soit aussi fort, je pense. Et il ne s'attendait pas à être dans la difficulté comme ça aussi. Il a connu voilà, des moments compliqués, il faut le dire, Van Aert. Il a connu des moments très difficiles. Et là, cette victoire, elle est importante. Elle est importante aussi parce que c'est vrai qu'il le disait en interview après la course, c'est un peu là où on l'a découvert sur la route, Van Aert. C'est là où il a été la première fois hyper impressionnant sur la route face à Romain Bardet notamment, et c'était Tige Benoît qui était dans le final cette année-là d'Estrade Bianche. C'est là où on l'a découvert, Van Aert. C'est là où on s'est dit, tiens, c'est pas qu'un coureur de cyclocross. C'est un mec qui, sur la route, pourra avoir des grands résultats. Donc il y avait un attachement particulier, je pense, avec Sienne. Et puis, oui, parce que les derniers mois, la dernière année et demie a été compliquée. Parce que certes, il y a eu les résultats sur la Vuelta, mais en gros, avant la Vuelta, il avait déjà eu une année difficile. Ensuite, bon, il est tombé sur la Vuelta, derrière un retour qui n'a pas été aussi bon qu'espéré. Ce stage en altitude, peut-être pas hyper bien programmé également dans la saison. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'il a été intelligent. C'est vrai qu'on dit souvent que Van Aert, c'est un coureur qui est généreux dans l'effort, généreux également envers ses équipiers. C'est souvent un coureur qui se sacrifie quand même pour ses équipiers, que ça soit Vingegaard ou d'autres coureurs. Il est souvent à la planche, ça soit aussi également pour Lafcoy, par exemple. Il met souvent son ego de côté, et je trouve qu'aujourd'hui, il a joué complètement sa carte. Il aurait pu dire à un moment, je redescends derrière, je fais le travail pour Simon Yates ou pour d'autres, mais non, il a décidé de jouer sa carte à fond. Et du côté de la Visma Lease the Bike, on a décidé qu'il joue sa carte à fond. Mais il a été... Moi, quand je le vois un moment passer avec Del Toro, je me dis, allez, il va passer les relais et Del Toro va le fusiller dans la montée finale à Sienne. Et en fait, non, il a fait un relais de courtoisie, et en fait, il lui a dit, bon, bah voilà, toi, t'as le maillot rose, moi, j'ai Simon Yates derrière. En gros, c'est pas à moi de rouler, c'est à toi de faire ton job. Et il est tombé sur un coureur qui l'a compris et qui a été suffisamment intelligent pour le comprendre. Del Toro l'a complètement compris. Il l'a dit même en interview à l'arrivée. Oui, j'ai compris totalement. Voilà, il avait Simon Yates derrière. Il a joué son va-tout et ça ne l'a pas gêné. Et du côté de Van Aert, je trouve que voilà, il a très bien couru aujourd'hui. Il s'est vraiment surpassé et je pense que c'est une victoire qui va lui faire du bien dans la tête. En plus, il était dans une période où on avait plutôt l'impression qu'il était sur une pente descendante en termes de forme, donc c'est peut-être pas forcément le cas du côté de Van Aert. Puis ça va faire du bien également à la Visma Lease the Bike, parce que depuis le début de saison, c'est quand même un petit peu compliqué. Coy n'a pas réussi à aller prendre des victoires sur ce début de Giro, donc ça va faire du bien à l'équipe et ça va redonner de la confiance. Et puis, il faut rappeler également qu'il y a un contre-la-montre
Mardi, alors on ne sait pas ce que ça va donner. Je pense que Tarling est plus fort que Van Aert, mais bon, ça va faire du bien. Et puis, belle étape également de Simon Yates, parce que j'avais répondu ce matin dans les commentaires où on m'avait dit aujourd'hui il faut faire mal à Roglic. J'avais répondu, je suis d'accord, hein, il faut faire mal à Roglic, mais il me dit en faisant mal à Roglic, il y en a peut-être d'autres qui vont passer une mauvaise journée. Je m'attendais aujourd'hui à ce que Simon Yates perde beaucoup de temps. Parce que pour moi, Simon Yates, c'est pas le mec le plus à l'aise sur un vélo. Donc je m'attendais plutôt à ce qu'il perde du temps. Et de le voir dans le groupe de Ayuso, on peut dire une journée RAS, même du côté de Simon Yates. C'est-à-dire autant il y a beaucoup de coureurs qui ont eu des problèmes, autant Simon Yates, ça a été plutôt tranquille. Eh bien ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coureur britannique. Deuxième coureur top, Isaac Del Toro. Oui, je pense qu'aujourd'hui c'était le plus fort. Je pense que c'était le plus fort, mais Van Aert a gagné parce qu'il n'arrive pas à faire la différence dans le Colle Pinzotto. Voilà. S'il lâche Van Aert dans le Colle Pinzotto, Van Aert revient pas. Van Aert revient pas et Van Aert fait peut-être même la même manœuvre que Vacek, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il décide de rouler pour Simon Yates. Le problème c'est qu'il n'a pas réussi à le lâcher. Peut-être un peu trop généreux là du côté de Del Toro dans l'effort, dans les premiers secteurs, parce qu'on l'a vu énormément à l'avant dans le groupe Ineos, et ça a peut-être été l'erreur de Del Toro. Il aurait peut-être fallu qu'il se cache un peu plus à ce moment-là, qu'il essaye de se cacher un peu plus, tant qu'il y avait Arensman dans ce groupe-là. Après, bon, aujourd'hui, il peut être satisfait de sa course, ok, il n'y a pas la victoire, mais bon, maillot rose. Maillot rose à 21 ans, voilà, alors qu'il n'est pas leader chez UAE, il a su complètement jouer sa carte. Chez UAE, c'est assez rare qu'on vous permette de laisser votre carte par rapport à un leader. Et là, ils ont complètement bien géré la chose. Ils ont laissé Del Toro jouer sa propre carte. Il ne fallait pas qu'il se rate, mais il ne s'est pas raté aujourd'hui. Face à Ayuso qui était derrière dans le deuxième groupe. Et premier Mexicain à prendre un maillot de leader sur les grands tours. Ça va faire du bien parce que c'est vrai qu'il faut rappeler, le Mexique a été assez costaud. Le Mexique avait des coureurs dans les années 90-2000. Et puis, ils n'ont pas réussi, contrairement à la Colombie, qui a eu des coureurs costauds dans les années 80, mais qui a réussi à enchaîner un peu plus les générations, même si parfois il y a eu des petits trous dans on va dire, l'enchaînement des générations colombiennes, mais on arrivait toujours à trouver des coureurs, même s'ils n'étaient pas en capacité d'aller jouer peut-être top 10 sur un grand tour, mais il y avait toujours des coureurs. Autant du côté du Mexique, on a eu encore quelques Mexicains, j'irais, jusqu'en 2004-2005. Et puis après, c'est une nation qui a complètement disparu, qui n'a pas réussi à renouveler ses effectifs. C'est vrai que quand on a vu apparaître Del Toro sur le Tour de l'Avenir il y a 2 ans, c'était un peu une grosse surprise quand même, ce coureur-là, que personne n'attendait, enfin qu'on n'attendait peut-être pas forcément sur cette année-là Espoir en 2023, qui arrive à remporter ce Tour de l'Avenir en dominant ce Tour de l'Avenir face à Recitello qui pourtant était beaucoup plus connu à l'époque. Et puis là, oui, il doit avoir 21 ans, Del Toro, à cet âge-là, avoir déjà un maillot de leader, c'est vraiment exceptionnel. Alors c'est quand même une épine du pied pour la UAE. Ça serait bien qu'il le perde mardi. Ça serait une bonne nouvelle pour la UAE. Mais oui, parce que tu te retrouves à avoir le contrôle du général beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. Donc ça serait bien du côté de cette formation que Del Toro le perde mardi, qu'une autre formation le récupère. Sauf que quand tu regardes le classement général, si Del Toro le perd, ça serait quand même plutôt pour Ayuso, qui est pas très mal, qui est plutôt bien placé du côté de ce classement. Et ça, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle du côté de la UAE. Un Ayuso qui a fait plutôt une belle étape jusque dans le dernier pourcentage de cette journée à Sienne, où là il a craqué. Donc ça montre peut-être que Ayuso n'est pas encore à 100%
de ses capacités. Il y a peut-être encore une marge de progression pour Ayuso, ou ça montre peut-être l'inverse, qu'il aura peut-être du mal en troisième semaine dans les étapes compliquées. Donc voilà, une journée intéressante pour Del Toro, peut-être pas autant du côté de la UAE. Bernal, troisième coureur top. Moi j'ai bien aimé Ineos aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'avais complètement oublié Bernal quand j'ai fait la présentation. Et je me le suis dit hier soir, parce qu'il faut savoir que j'ai fait cette présentation-là en avance, vu qu'il y avait l'Eurovision. Et donc j'avais fait la présentation un petit peu à l'avance. J'ai complètement oublié Bernal, parce que oui, il avait déjà il a été performant cette année sur la Classica Rhein-Paraisor jusqu'à sa chute, où il se fait la clavicule. Mais c'est vrai qu'il avait fait troisième, derrière notamment Van Der Poel et Alaphilippe. Quand Van Der Poel attaque dans le Tolfay, ça remonte déjà un petit peu, mais il avait fini troisième sur l'Estrade Bianche, et que ces chemins blancs, il est plutôt efficace sur ce type de terrain-là. Je trouve qu'Ineos a encore été une fois offensif, parce que c'est vrai que dans un premier temps, dans le premier secteur, c'est plutôt Pedersen qui fait le travail, et dans le deuxième secteur, c'est Ineos qui décide de se mettre devant, qui décide d'accélérer, et qui décide de faire péter tout le monde. Et ça fait du bien. Alors oui, Bernal n'est pas forcément récompensé complètement, mais déjà il montre qu'il est en grande condition physique, qu'il est en forme. Est-ce que ça tiendra jusqu'en troisième semaine? Je le pense. La grande question pour moi avec Bernal, c'est qu'est-ce qu'il arrivera à enchaîner les performances pendant les différentes journées. Dommage également qu'Arensman ait eu un problème, parce que c'est vrai qu'on peut se dire qu'avec Bernal et Arensman, ce groupe-là aurait peut-être pu collaborer encore un petit peu plus longtemps, et surtout on aurait pu utiliser Brandon Riviera différemment, mais Brandon Riviera qui a fait une très très belle journée. C'est vrai qu'on peut dire qu'on a vu les équipiers aujourd'hui entre Brandon Riviera, entre également Giulio Pellizzari. On a des équipiers qui ont fait une très très belle étape, et c'est vrai que du côté d'Egan Bernal, voilà, c'est dommage. La récompense n'est pas là, mais il confirme quand même que les jambes sont bonnes. On voit quand même une équipe Ineos avec, là encore, une stratégie offensive. Ça fait plaisir à voir, voilà, la manière dont court cette équipe. Donc, moi, j'ai bien aimé la journée de Bernal. Puis, je termine avec Carapaz. Belle fin d'étape du côté de Carapaz. J'ai trouvé sa montée sur la Piazza del Campo. De ce que j'ai vu de cette montée, très intéressante. Très offensive, une journée où il perd pas de temps, bien entouré par Honoré également pendant très longtemps dans cette journée. C'est vrai qu'autant la EF j'avais trouvé que l'équipe avait été assez faible autour de Carapaz, autant là aujourd'hui c'est vrai que j'ai trouvé que Michael Honoré avait fait une très très belle étape, et Carapaz confirme et fait une belle étape. Prend un petit peu d'avance sur Roglic, c'est plutôt pas mal avant un contre-la-montre. Donc c'est plutôt une belle journée du côté du coureur équatorien. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour. Ouais, Roglic. Alors même si moi je m'attendais à ce qu'il perde du temps aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens ce matin s'attendaient à ce qu'il perde du temps, et il perd une 10, un truc comme ça. Et encore... Comme je vais vous dire ça tout de suite, parce que comme Ayuso a perdu un petit peu de temps, Roglic finit à 2,22, Ayuso finit à 1 minute. Donc il perd 1,22, même pas 1,22 parce qu'il finit à 1,07. Ayuso il perd 1,15, on va dire aujourd'hui Roglic. Certes, c'est pas une super nouvelle pour lui. Après, je pense pas qu'il s'attendait à gagner du temps sur cette étape. Ça le classe à 1,12 voilà, de Ayuso, en sachant que mardi il y a un contre-la-montre, et que sur 30 km c'est plutôt à l'avantage de Primoz Roglic par rapport au coureur espagnol. Ça s'est pas goupillé comme il le souhaitait, il est tombé, j'ai l'impression qu'il s'est pas fait mal, ça c'est déjà quand même plutôt une bonne nouvelle du côté de Primoz Roglic. Alors, oui, il n'était pas dans une grande journée. Je pense qu'il avait tellement peur de perdre du temps qu'il a dû passer une très mauvaise nuit, Roglic. Il avait la pression ce matin. Forcément, la dernière fois où il a été sur des courses comme ça, les chemins blancs, il avait perdu Vlasov.
Sur l'étape des pavés sur le Tour de France, le jour où Vingegaard perd un petit peu de temps, je rappelle qu'il se démet l'épaule. Donc il savait que aujourd'hui il fallait surtout pas abandonner. Je pense que c'était ça réellement l'objectif de Roglic aujourd'hui. C'était de ne pas abandonner, de ne pas faire une grosse chute qui te coûte complètement le Giro. Je crois que là-dessus, l'objectif est rempli. Alors oui, il perd du temps, il ne peut pas être satisfait cette journée. On a vu peut-être physiquement qu'il était limite. Après, moi je pense que c'est la raison, c'est parce qu'il s'est mis énormément de pression sur les épaules. Peut-être que d'autres pensent plutôt que les jambes ne sont pas encore bonnes. Après, il faut se méfier avec Roglic. Il y a 2 ans, il avait très très bien géré la situation, d'avoir une 3e semaine de Grand Tour et de Tour d'Italie prépondérante, et d'avoir plutôt 2 premières semaines où il n'y avait pas forcément d'intérêt à partir de loin. Et il avait très très bien fini le Giro il y a 2 ans, donc il est en capacité, je pense, de refaire la même chose. Mais après, on s'attendait à ce qu'il perde du temps aujourd'hui, Roglic. Oui, l'addition est pas exceptionnelle. C'est sûr qu'une 15 de perdu aujourd'hui, il aurait préféré mieux, il aurait préféré ne pas se retrouver à terre. Mais le Giro n'est pas perdu pour Roglic. Non, le Giro n'est pas perdu. Et puis ça va être intéressant pour le spectacle parce que ça va l'obliger à attaquer. Oui, pour reprendre plus d'une minute à Ayuso, il ne pourra pas se contenter de sprinter dans toutes les arrivées. Donc il devra essayer de partir de loin et la Red Bull devra avoir une stratégie beaucoup plus offensive pour essayer de contrer la UAE. Mais c'est vrai que c'est une première semaine qui n'est pas exceptionnelle pour Roglic, avec à la fois la perte de Jane Lay et également cette perte du temps du côté de cette étape. Bon, voilà. Après, il y a eu un bon contre-la-montre, donc tout n'est pas à jeter sur cette première semaine. Et puis encore une fois, je pense qu'il ne s'attendait peut-être pas à avoir le maillot rose après 10 jours de course. Voilà, vu le parcours de cette étape numéro 9. Deuxième coureur flop, Pidcock. Ah, lui, c'est une mauvaise journée pour Thomas Pidcock parce qu'on l'attendait plus avec Van Aert qu'avec Primož Roglic. En gros, du côté de Thomas Pidcock, il finit même derrière, il est même derrière au général, derrière Roglic, mais c'est vrai que Thomas Pidcock aujourd'hui, c'est une réelle déception. Moi, je pense que déjà, il y a une erreur stratégique du côté de la Q36.5, c'est de vouloir contrôler autant cette étape. En gros, ça t'emmerdait en quoi que l'échappée prenne 4 minutes d'avance aujourd'hui? L'échappée n'était pas énorme. Tu avais 7 coureurs. Pourquoi vouloir à tout prix que l'échappée soit à 2 minutes? Là, je pense qu'il y a déjà une erreur. On a consommé tellement d'énergie à vouloir bloquer cette échappée à 2 minutes qu'on se retrouve ensuite à avoir aucun équipier. Ça peut être un choix. En gros, c'est le choix qu'a fait Tadej Pogačar lors de la dernière édition d'Estrade Bianche. Oui, mais dans ce cas-là, il faut attaquer d'entrée. Il faut partir de loin. Il fallait partir dès le premier secteur. Bah oui, si tu décides d'utiliser toute ton équipe sur cette première partie de course, bah en gros, il faut utiliser tous tes équipiers dans le premier secteur. Et il faut partir dès le premier secteur. Sauf que déjà dans la période de plat, il n'a plus d'équipiers qui sont en capacité de l'aider, Pidcock. Ça, c'est un vrai problème pour le Britannique. Donc ça a été le gros souci aujourd'hui pour lui. Alors ensuite il tombe, mais il tombe pourquoi? Parce qu'il est un peu esselé, parce qu'il n'est pas à l'avant du groupe. Pourquoi il n'est pas à l'avant du groupe? Parce qu'il est esselé. Et surtout, pourquoi il perd autant de temps? Parce qu'il n'a pas d'équipier pour l'aider à ce moment-là également à remonter, ou trop peu. Il lui a manqué du monde. Voilà, Thomas Pidcock, il lui a manqué du monde pour l'aider aujourd'hui. Israël, il y avait un petit peu de monde. Du côté de Red Bull, il y avait Pellizzari. Lui, Pidcock, il n'avait personne. Il y a eu un tout petit moment Milan Vader, mais ça n'a pas été suffisant. Voilà pour Thomas Pidcock. Mais après, c'est aussi le fait d'être dans une équipe de deuxième division. Ce qui fait que quand tu es dans une équipe de deuxième division, c'est pas toujours facile d'avoir des gros effectifs autour de soi. Tu peux pas avoir l'effectif de la UAE.
forcément autour de toi. Donc, des fois, tu te retrouves à avoir des coins un peu moins bons. Même si là, très clairement, du côté de la Q36.5, on a mis la meilleure équipe possible pour épauler Pidcock, tu t'aperçois que cette meilleure équipe possible, c'est pas forcément la meilleure. Et d'une situation où aujourd'hui, normalement, il aurait dû gagner du temps, parce que c'était ça l'objectif de la journée pour Pidcock. Autant Roglic, on s'attendait à ce qu'il perde du temps, autant Pidcock aujourd'hui devait gagner du temps, potentiellement parce qu'il peut en perdre en haute montagne par rapport aux meilleurs grimpeurs. Là aujourd'hui, eh bien, il se retrouve avec un déficit, et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le coureur britannique. Et pour moi, c'est ce qui en fait le grand perdant de la journée. Pour moi, c'est pas Roglic le grand perdant de la journée, c'est Thomas Pidcock par rapport au temps qu'il a perdu. Dommage également du côté de Storer, qui a perdu un peu de temps pour la Tudor, mais là aussi, pas forcément super bien entouré aujourd'hui Storer, et en plus c'est un équipier qui a provoqué sa chute. C'est le souci des équipes de deuxième division, on peut pas forcément avoir la qualité d'effectif des tops équipes de World Tour. Troisième bonnet d'âne du jour, Rubio. Ouais, pas une très bonne journée du côté de Rubio. Alors j'ai été assez surpris parce que normalement les Colombiens savent être performants sur ce type de terrain. Parce que je pense qu'en Colombie, on n'a pas toujours des super infrastructures routières. Donc, et puis parfois, on a des routes pavées, par exemple en Colombie. Donc, voilà, c'est pas toujours excellent la route. Donc, normalement, on sait quand même plutôt bien se débrouiller. Là, ce qui est surprenant du côté de Rubio, c'est qu'on a l'impression qu'il a serré le moteur. C'est-à-dire qu'il était dans le bon premier groupe avec Ayuso. Et puis, on a l'impression qu'il a explosé complet après un secteur qu'il n'a pas été en mesure de tenir la cadence que mettait en place la Ineos et la UAE, et qu'il a explosé en plein vol. Donc c'est ça qui est un petit peu décevant du côté de Rubio, parce qu'on n'a pas l'impression que ça soit lié à une chute, lié à un problème mécanique, mais plutôt les jambes qui n'ont pas répondu. Et ça, c'est un petit peu plus décevant. Voilà, du côté du coureur colombien, qui aurait bien aimé ne pas perdre de temps aujourd'hui, parce qu'on sait que mardi, il y a un contre-la-montre, 30 km, et que Rubio, c'est pas forcément le meilleur dans cet exercice, donc ça risque d'être compliqué. Et puis, en plus, du côté de cette formation, eh bien, on n'a plus de plan de secours, car Quintana a également perdu du temps sur ce contre-la-montre, sur cette étape, 5 minutes 10, et ce qui fait que désormais, Quintana est quasiment à 8 minutes, Rubio à 3,34, donc on n'a plus de plan bis, voilà, du côté de la Movistar. Donc déception, voilà, du côté des Colombiens de cette formation. Puis je termine avec la Lidl Trek. Je n'ai pas vraiment compris leur stratégie du côté de la Lidl Trek. Alors certes, aujourd'hui, Ciccone prend la troisième place, mais on se dit quand même qu'on s'est un petit peu raté. On met beaucoup d'énergie avec Pedersen dans le premier secteur, pour ensuite se faire contrer par la Ineos et pas être en capacité d'accompagner la Ineos, d'accompagner ce groupe de 7, notamment avec Van Aert et Del Toro. Là, je pense qu'il y a eu un raté du côté de cette équipe Lidl Trek. Normalement, on aurait dû accompagner, on aurait dû au moins mettre un homme dans ce groupe-là. Si ce n'était pas mettre Ciccone, il fallait mettre un homme dans ce groupe-là. Ensuite, j'ai pas compris toute la stratégie autour de Vacek, parce que il part en contre avec Chris Harper. Bon, il revient sur le groupe de tête, ce qui revient sur le groupe de tête après, avant le Monte à partie. Donc autant vous dire que il s'est fait sauter le caisson quasiment direct dans le Monte à partie. Bon, il arrive à revenir, mais ensuite dans le col Pinzuto, il a absolument pas existé. Derrière, il se retrouve avec Bernal. Sauf que tu avais Ciccone qui était dans le groupe Ayuso, il y avait une vingtaine de secondes entre les deux groupes. Dans un premier temps, on lui demande de se relever, ensuite on lui dit non, faut pas te le relever, pour ensuite qu'il se relève. Donc il a perdu énormément d'énergie dans l'affaire, et je suis pas sûr qu'il ait été hyper efficace derrière pour aider son leader Giulio Ciccone dans le final. Donc là, je trouve que du côté de Maxime Montfort et de Michael Schär, qui sont dans la voiture du côté de la Lidl Trek, eh bien on s'est bien raté aujourd'hui, et qu'on n'a pas
utiliser correctement Vacek, mais également Mats Pedersen qu'on a utilisé extrêmement tôt et qui ensuite a complètement disparu. On n'a pas compris vraiment pourquoi on faisait pas totalement rouler Conrad avec les UAE. Enfin voilà, il y a eu plusieurs incompréhensions autour de la Lidl Trek aujourd'hui et ça c'est bien dommageable du côté de cette formation. On termine cette vidéo avec les différents classements. Le classement de l'étape donc remporté par Wout van Aert devant Del Toro à 1 minute, Ciccone, Carapaz, Tiberi, Ayuso. Ensuite avec Simon Yates qui fait donc une belle journée du côté de la Visma, Liseback, Arensman, Bernal qui finissent à 1 minute 10 et puis on voit donc Pidcock à 2,22, Roglic à 2,22 aussi et puis Rubio à 2,27 avec Storer, avec Piganzoli pardon et Storer à 2 minutes 27 également. Pas mal Piganzoli aujourd'hui parce qu'avec la Polti Visit Malta il s'en est plutôt bien sorti. Bon ensuite Pellizzari, De Preto qui ont mis beaucoup d'énergie, Ulissi, Fortunato à 5,10 avec David Gaudu et Quintana aujourd'hui dans ce groupe-là. Et puis ici, on va retrouver Romain Bardet. Et bien là, il faut aller vers la 140e place, je crois, du côté de Romain Bardet. Je l'ai perdu, Romain Bardet. Ah bon, on va le retrouver comme ça, Romain Bardet. On va essayer de regarder rapidement. Romain Bardet, 120e. Voilà, aujourd'hui, 23 minutes de perdu. Donc voilà, Romain Bardet ne joue plus de général, mais il le jouait déjà plus vraiment depuis sa chute vendredi dernier. Del Toro donc en tête du maillot rose avec Juan Ayuso et Antonio Tiberi. Pas forcément une bonne nouvelle pour UAE qui va se retrouver à avoir à défendre certainement un maillot rose mercredi. Et puis Carapaz et Ciccone 4 et 5 aujourd'hui. Simon Yates dans le bon paquet à 1,40 devant Egan Bernal, McNulty. Vous voyez que Roglic est à 2,25, donc c'est-à-dire à 1,12 de Ayuso, donc c'est pas encore perdu dans l'affaire. Le maillot cyclamen dominé toujours par Mats Pedersen devant Tonelli. Van Aert remonte dans le classement, mais encore 110 points de Mats Pedersen. Le classement de la montagne dominé par Fortunato. Bernal, qui a marqué quelques points aujourd'hui, remonte à la 7e place, comme Taco van der Horn, qui remonte à la 9e place. Lui qui était dans l'échappée du jour. Le maillot blanc, eh bien c'est Del Toro. Mais c'est Juan Ayuso qui le portera. Tiberi 3e devant Vacek, Pellizzari. Ça se décante un peu, mais on voit que jusqu'à Piganzoli, ça reste quand même plutôt serré. Et puis belle performance quand même des Arkea, 8 et 9 avec Ciota et Svedstad Barseng, voilà, qui n'ont pas forcément fait de mauvaise étape aujourd'hui. Et puis du côté du classement par équipe, eh bien la UAE reste en tête avec 12 minutes 15 d'avance déjà sur la Lidl Trek. La Visma 3e devant Ineos et XDS Astana. Et puis on n'a pas parlé de la lanterne rouge, celui qui partira en tête en premier eh bien sur le contre-la-montre de mardi, ça sera Alexander Krieger, voilà qui sera le premier au départ, le coureur de la Tudor. Et parmi les premiers noms de ce contre-la-montre, on aura peut-être Zillard pour faire un petit temps de référence, voilà, dans ce début de contre-la-montre, avant d'avoir bien entendu Joshua Tarling, je pense qui sera quand même assez loin. Joshua Tarling, il y aura peut-être quelques coureurs qui pourront s'exprimer avant Joshua Tarling et essayer de prendre la tête de ce classement provisoire du contre-la-montre. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!